tous sur i24 News, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le sport. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui encore. L'équipe des sports i24 News propose un sacré programme aujourd'hui, regardez. Et 3 jours après le début de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain est allé s'imposer à Naples 2-1 en match amical. Une rencontre que Laurent Blanc aurait voulu éviter, mais Paris était contraint et obligé de jouer en accord avec la clause dans le contrat d'achat de Lavezzi. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain a laissé des plumes sur la pelouse du stade de San Paolo. Le capitaine du Paris Saint-Germain, Thiago Silva, a dû sortir sur blessure. Côté match, une victoire sans saveur avec un but de Pastore et un autre d'Ibrahimovic. Prochain rendez-vous pour le Paris Saint-Germain samedi face à Bastia. Après moult rebondissements, c'est désormais chose faite. Mangala, 23 ans, défenseur central de Porto, est international français. Il a signé dans le club anglais de Manchester City et pour l'obtenir, le club mancunien a littéralement cassé sa tirelire puisqu'il a déboursé plus de 53 millions d'euros, ce qui fait du français le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Le natif de Paris est champion du Portugal en 2012 et 2013 avec Porto et de Belgique en 2009 avec le Standard de Liège, club qu'il avait vendu 11 millions à Porto, une belle plus-value pour le club lusitanien. Klose, de son côté, l'attaquant de l'équipe d'Allemagne et meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 16 réalisations, prend sa retraite internationale. Le joueur de la Lazio de Rome, 36 ans, est le deuxième joueur de la Nationalmannschaft a annoncé sa retraite internationale depuis le mondial après Philippe Lahm. Klose a inscrit 71 buts en équipe d'Allemagne et son départ signifie indéniablement que l'équipe d'Allemagne va devoir se reconstruire entièrement sur de nouvelles bases. Et un autre grand attaquant qui annonce sa retraite internationale, il s'agit de Didier Drogba. Il l'a annoncé, il ne jouerait plus sous les couleurs de la Côte d'Ivoire. À 36 ans, il a décidé, je cite, de laisser la place aux jeunes. Après une carrière bien remplie, il affronte un dernier défi puisqu'il vient de rejoindre José Mourinho à Chelsea avec pour but d'aider les Blues à reconquérir la Première Ligue et la Ligue des Champions. Le Japon à la sauce mexicaine, Javier Aguirre a officiellement pris les fonctions de sélectionneur du Japon. Le technicien mexicain succède ainsi à Alberto Zaccheroni et signe un contrat de 4 ans avec les Samouraïs bleus. Aguirre est bien connu pour favoriser le jeu ouvert et solide défensivement. L'ancien sélectionneur du Mexique, passé également par Osasuna et l'Atlético Madrid, fera ses débuts sur le banc du Japon le 5 septembre prochain à l'occasion d'un match amical contre l'Uruguay. Et l'équipe d'Algérie avait fait un très beau parcours au Brésil. Rappelez-vous, élimination en 8e de finale face à l'Allemagne de buts à 1. Eh bien, les Fennecs ont un nouveau coach. Il s'agit de Christian Gourcuff. Il succède donc à Vahid Halilovic et prend la mesure de son nouveau poste de sélectionneur. Mission difficile pour l'ancien coach de Lorient qui arrive après une Coupe du Monde historique pour les Algériens. Lors de sa première conférence de presse, il a insisté sur la nécessité d'entretenir cette flamme allumée lors du mondial. On l'écoute. Je crois aussi que l'équipe nationale a une génération de joueurs qui est très très intéressante, comme l'a prouvé la Coupe du Monde. Donc je crois vraiment à la potentiel de cette équipe. Et d'une façon générale, je crois au potentiel du football algérien. Il y a une sensibilité de jeu qui me correspond, avec un jeu créatif, technique. Et si j'ai répondu aussi à la sollicitation de la FAF, c'est que je crois qu'on peut coordonner nos efforts, qu'on a la même vision du jeu et la même sensibilité du jeu, ce qui était pour moi une condition pour que je m'engage dans ce challenge. Les Supercoupes en Europe marquent souvent le début des championnats européens. C'est devenu un grand classique, une rencontre de prestige qui permet d'abord de glaner un nouveau titre, mais aussi de promouvoir le football européen sur de nouveaux marchés. Et puis le vainqueur reçoit un beau chèque, c'est du tout bonus donc pour les clubs. Tour d'Europe des Supercoupes avec Samuel Calvo. Tour d'horizon des Supercoupes européennes dans ce début de saison de football. Récompense nationale pour ces clubs européens, ils permettent de prendre la mesure des nouvelles équipes pour les entraîneurs en affrontant les champions des saisons précédentes. Le PSG, pour commencer, si le trophée des champions 2013 avait laissé l'image d'un club parisien encore brouillon, le cru 2014 aura laissé celle d'un champion en titre avec beaucoup d'automatisme. En s'imposant 2-0 face à Guingamp, vainqueur de la Coupe de France, le champion de France en titre a prouvé, à défaut de totalement convaincre, qu'il était dans les meilleures dispositions pour mettre en adéquation ses performances et ses ambitions. On était venu ici pour gagner, donc on a gagné, donc ça c'est un élément très positif. Face à une équipe de Manchester City privée de nombreux titulaires, Arsenal frappe d'entrée et s'impose largement sur un score de 3-0. S'adjugeant par la même occasion le 92e Community Shield de l'histoire à Londres au stade Wembley. On retiendra aussi l'énorme frappe du Français Olivier Giroud hors de la surface de réparation qui s'écrase au fond des filets d'un Willy Caballero complètement impuissant.
Je pense que c'était important pour notre confiance de gagner cette partie, mais c'était encore plus important de prouver de quoi on était capable en termes de qualité, et ça m'a réconforté de voir que nous sommes capables de produire un jeu de qualité. La Supercoupe d'Allemagne 2014 est la 15e édition de cette épreuve qui oppose normalement le champion d'Allemagne au vainqueur de la Coupe d'Allemagne. Rencontre identique à l'année précédente, ce match opposera le Bayern Munich, tenant du titre, au Borussia Dortmund. Plus qu'un simple match de début de saison, un match qui sera digne d'une vraie guerre froide. Pour nous, c'est un match de la plus grande importance. On va jouer contre l'une des meilleures équipes du monde. C'est pour ça que ce match représente beaucoup pour nous. 2 mois et demi après son triomphe en Ligue des Champions, le Real Madrid va tenter de décrocher son premier titre de la saison lors de la Supercoupe d'Europe. L'équipe de Carlo Ancelotti va affronter le FC Séville au Cardiff City Stadium. Le Real avait déjà Ronaldo, Benzema et Bale. Cet été, il s'est payé James Rodriguez, Toni Kroos et Keylor Navas. Ça va être important de bien entamer le début de la saison en gagnant la Supercoupe d'Europe. La chance du FC Séville, vainqueur de la Ligue Europa 2014, c'est peut-être qu'il pourra accueillir le Real à froid avec une équipe qui se cherche encore. Clairement, le Real Madrid part favori pour la victoire. Il ne faut pas trop s'attarder sur ça. On va travailler dur et utiliser nos qualités. Nous avons nos points forts, notre esprit de compétition, nos qualités techniques, les utiliser sur le terrain pour être aussi efficaces que possible. Pour le Real Madrid, ce n'est que la première Supercoupe, puisque la Casablanca jouera également en Supercoupe d'Espagne contre son voisin et rival, l'Atlético Madrid. Et puis football, toujours 3 jours après cette vue refuser la montée en Ligue 2, les dirigeants de l'USNAC ont décidé de riposter en se tournant vers le tribunal administratif de Toulouse et en demandant l'interruption du championnat. Un référé a donc été déposé. Je vous rappelle que vendredi dernier, le conseil administratif de l'LFP avait interdit la Ligue 2 à l'USNAC, un village de 650 habitants. La raison, le stade n'est pas conforme aux sécurités réglementaires. Selon le club, les travaux sont déjà calés et les preuves vont être produites devant le tribunal. Avant de finir cette page football, sachez que Carlo Tavecchio est élu président de la Fédération italienne de football avec 63% des voix au 3e tour du scrutin. L'élection du nouveau président de la Fédération est toutefois entachée par des propos racistes à l'égard de certains joueurs étrangers qui évoluent en Serie A, un positionnement qui avait valu un désistement de soutien de la part de 8 clubs. Le football italien n'est donc toujours pas sorti de ces problèmes de racisme. Tennis à présent au lendemain de l'Open du Canada qui a vu Joe Wilfried Tsonga s'imposer à Toronto, Yanis Radvanza à Montréal. Eh bien, la saison sur dur continue. Direction les États-Unis pour le Master 1000 de Cincinnati. L'Italien Fognini a joué contre Roger Vasselin et le Français peut s'en vouloir. Il s'est magnifiquement battu. Il cède le premier set 6-4 avant d'égaliser sur le même score. Le dernier set est très serré. Regardez cet échange incroyable entre les deux joueurs et c'est finalement au 3e set, au terme d'un magnifique tie-break, que Fognini l'emporte. Beaucoup de déception et de frustration pour le Français. Et puis John Isner, le numéro 1 américain, n'a pas eu de difficulté face au Sud-Africain Anderson. Le joueur connu pour sa grande taille et son service canon a fait parler la poudre. Fidèle à lui-même, il a conclu avec un service volé surpuissant. Il emporte 6-3, 6-4. Et Djokovic non plus n'a pas eu de problème pour accéder au prochain tour. Il écarte Gabashvili en 2-7, 6-4, 6-4. Allez, on va jeter tout de suite un coup d'œil aux rencontres du jour. À noter la victoire de Gilles Simon sur l'Australien Tomic. À noter la rencontre franco-française entre Richard Gasquet et Julien Bento. Et puis l'entrée à lice des Cadors ne commence qu'au second tour avec Djokovic, Wawrinka, Ferrer, Murray ou encore Berdych. Et toujours à Cincinnati, on passe aux femmes. Ana Ivanovic accède facilement au second tour. Elle a, pour ça, dû écarter la Roumaine Cristea. Elle emporte aisément le premier set sur le score de 6-1. Le second set va être un petit peu accroché, mais Ivanovic élève son niveau de jeu. Au bon moment, il va finir sur un ace. Score final 6-1, 7-5 pour la Serbe.
Et la Française Alizé Cornet n'a pas eu l'occasion de montrer grand-chose contre l'Américaine Madison Case. Elle s'incline en 2-7, 6-2, 6-4. La tâche s'annonce beaucoup plus difficile pour Case au prochain tour puisqu'elle affrontera Maria Sharapova. Allez, on va regarder tout de suite les matchs du jour. Notez la défaite de Cibulkova dès le premier tour. Venus Williams, la finaliste à Montréal, débute face à Safarova, alors que Radwanska ne rentre que dans la compétition au second tour. Serena Williams, Sharapova, Halep ou encore Kvitova sont exemptés du premier tour. Le procès Pistorius, c'est fini. La juge sud-africaine en charge de son affaire a clôturé ce procès de l'ancien champion accusé d'avoir tué sa petite amie. Je vous le rappelle, sur Twitter, Oscar Pistorius a tenu à remercier ses proches et ceux qui ont été là pour lui et qui l'ont toujours aidé à se relever. Dans son réquisitoire, le procureur s'est dit convaincu que Pistorius a tué sa compagne à l'issue d'une violente dispute. La défense, de son côté, a soutenu la thèse que Pistorius affirme avoir cru à la présence d'un cambrioleur dans ses toilettes avant d'avoir tiré dans la panique. La décision de justice, eh bien, ce sera le 11 septembre prochain, une date qui nous rappelle malheureusement de bien mauvais souvenirs. En basket féminin à présent, l'équipe de France est actuellement en stage de préparation à Temples-sur-Lot avant les championnats du monde qui auront lieu en Turquie en septembre. À l'issue du stage, le sélectionneur de l'équipe de France dévoilera sa liste de 12 joueuses qui participeront au mondial, éliminant ainsi 8 joueuses présentes à l'entraînement. Allez, je vous amène maintenant à New York. On y va pour une course hors du commun, tout simplement la plus longue du monde, 5000 km qui se court sur un circuit de seulement 900 mètres. Regardez. Le soleil se lève à peine et déjà, les 14 participants de la Self-Transcendance se frottent au bitume du Queens. Depuis un mois et demi, ces coureurs, européens pour la plupart, tournent en boucle dans ce quartier de New York, 18 heures par jour. Ce matin, un seul retardataire, Raymond, l'Américain de la course, est bon dernier. Je participe à cette course parce que je ne savais pas si je serais capable de la finir. Et je me rends compte que je n'y arriverai pas. Et je l'accepte. Beaucoup de gens ne l'accepteraient pas. 5000 km à boucler en moins de 52 jours. Voilà le pari pour ses disciples de Sri Chinmoy, un gourou indien, adepte du dépassement de soi par le sport et de la course à pied. On va au-delà des limites physiques, on va dans le domaine psychique, dans le domaine de l'esprit humain pour dire est-ce qu'on est capable de faire plus? Et finalement, pour moi, la conclusion est tout à fait oui. Selon Sri Chinmoy, les blessures, fatigues et sautes d'humeur rencontrées par les participants sont autant de représentations des obstacles à surmonter dans la course, comme dans la vie. Chaque été, des coureurs sensibles à son message viennent parcourir plus de 5000 fois ce circuit de 900 mètres dans le quartier où le gourou est décédé il y a 7 ans. Si vous êtes dans une course traditionnelle, vous ne savez jamais où sont les autres coureurs. Vous courez toujours avec la même personne. Mais si vous croisez régulièrement le premier, ça vous donne énormément de motivation. Le béton, la circulation ne semble pas gêner les coureurs. Pas plus que les $1200 déboursés pour la nourriture, les soins médicaux et le logement pour certains. Après 45 jours de course, le vainqueur, venu d'Ukraine, franchit une énième et dernière fois la ligne d'arrivée. Avec une moyenne de 110 km par jour, l'expérience, l'a dit-il, emmenait bien au-delà des trottoirs new-yorkais. Quand l'esprit est clair, quand vous maîtrisez vos émotions, quand le corps est dynamique et en mouvement, quand tout cela ne fait plus qu'un, c'est un plaisir total. Cette année, sur les 14 participants, la moitié devrait boucler les 5000 km à temps, à condition de n'interrompre leur expérience spirituelle et sportive que quelques minutes par jour. Et c'est une course que l'on ne peut voir qu'en Grande-Bretagne, dans le Sussex, exactement, une sorte de 24 heures du Mans, mais qui ne dure que 12 heures et dont les moteurs ne sont pas plus gros que ceux d'une tondeuse à gazon. Pour remporter la compétition, il faut terminer 366 reprises, le circuit d'1,5 km. Et autre particularité, la course a lieu la nuit entre 20h et 8h du matin.
Et puis regardez ces images impressionnantes. Elles nous viennent tout droit d'État de New York, à Wingham plus précisément. Il s'agit du 6e tour de la Coupe du Monde de VTT, une compétition pleine de suspense du côté des hommes et des femmes. Regardez le parcours comme il est ardu, le circuit est poussiéreux et très sec. Et bien malgré la difficulté, Joyce Bryceland, la révélation de la saison, a encore fini premier. 2e position au classement général pour l'Australien Troy Brosnan. Et la médaille de bronze va à l'Américain Aaron Gvin. Chez les femmes, c'est la Britannique Manon Carpenter qui domine le tournoi. Grande-Bretagne, on part tout de suite sur l'île de Dwight. Les canons situés sur les forteresses de l'île ont donné le départ au Tour de Grande-Bretagne de voile. 28 embarcations avec des équipes venues de partout dans le monde ont pris part à cette course de près de 3000 km. À noter notamment la présence d'une team 100% féminine face à l'embarcation d'Abu Dhabi. Le finish est attendu dans les prochains jours. Bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de votre fidélité à nos programmes. On se retrouve demain pour encore plus de sport. En attendant, restez avec nous car l'info continue sur notre chaîne i24+.